c'est un mouvement de jeunesse juive, sioniste, socialiste, laïque, qui, jusque dans les années 70, les années dont je parle dans mon livre, préconisait l'émigration en Israël et l'intégration dans un kibbutz. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Janine Levana-Frank, historienne spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, qui a décidé, par un hasard un peu fortuit, mais apparemment heureux pour elle, qui est une ancienne du mouvement Hashomer Hatzair en France, d'écrire un espèce d'ouvrage pour raconter l'histoire de ce mouvement qui a été créé en 1930 jusque dans les années 70. C'est là que s'arrête son travail. On est très heureux de l'accueillir. Bonjour Levana, bienvenue. Bonjour. Alors en Israël, on vous appelle Levana. Oui, Levana. Oui. Ok. Alors on est content parce que c'est vrai qu'on a vu défiler au micro de Kalita beaucoup de jeunes de la Hashomer Hatzair. Alors un mouvement qui n'est plus ce qu'il était, mais qui existe toujours, voilà, et qui a encore de belles heures devant lui. Comment vous qualifieriez ce mouvement de jeunesse ? En quelques mots, c'est un mouvement de jeunesse juive, sioniste, socialiste, laïque, qui, jusque dans les années 70, les années dont je parle dans mon livre, préconisait l'émigration en Israël et l'intégration dans un kibbutz. Et c'était la réalisation du rêve. La réalisation du rêve de construire un État juif sur la base d'une couche de travailleurs. Il fallait ce qu'on appelait à l'époque renverser la pyramide, faire en sorte que la pyramide, l'anomalie juive qui était sous forme de pyramide inversée, se redresse et il fallait construire la base de cette pyramide avec une classe ouvrière et des agriculteurs. Donc le kibbutz, tel que l'entendait la Hashomer Hatzair, était la base de ce renouveau national, de cette renaissance et réhabilitation du peuple juif en terre d'Israël. Alors des centaines de jeunes sont passés par ce mouvement de jeunesse et vous avez décidé un petit peu par hasard en fait d'écrire son histoire. Comment ça s'est passé ? Alors, d'abord, j'ai commencé à travailler sur autre chose, sur la correspondance de guerre d'un membre de la Hashomer Hatzair de Suisse, qui était en zone neutre, qui était un pays neutre. Et comme il était justement en pays neutre, il avait la possibilité de correspondre avec tous les Haverim de la Hashomer Hatzair qui étaient dispersés sous occupation nazie en Pologne, en Hongrie, en Slovaquie et en France et en Belgique. Donc il y a eu cette correspondance, cet échange de lettres qui constitue un trésor pour inestimable, oui, pour reconstituer l'histoire de la Hashomer Hatzair, parce que c'est une histoire qui n'avait jamais été écrite, que personne n'a, parce que la Hashomer Hatzair au départ en France c'était une annexe relativement petite et excentrée du grand mouvement qu'était la Hashomer Hatzair en Pologne et en Israël. Donc personne n'y a attaché beaucoup d'importance et en travaillant sur cette correspondance de guerre, je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire à écrire. Une histoire, il y avait beaucoup d'archives en fait inexploitées jusqu'à présent. Il y a, à part ces lettres, donc, il y a énormément d'archives qui sont conservées à l'Institut de recherche de la Hashomer Hatzair à Givat Raviva, Moreshet Yad Ya'ari, qui sont les éditeurs du livre. Qui sont les éditeurs du livre. D'ailleurs, je vais redonner le titre, Sois fort et courageux, le mouvement Hashomer Hatzair en France, voilà, donc édité évidemment par cette belle maison d'édition.
Alors évidemment, sois fort et courageux pour les initiés. C'est quelque chose c'est le logo du mouvement. C'est Chazak Ve'ematz. C'est une traduction. C'est à l'origine un passouk de la Bible. Qui a été repris par la Shomer HaTzaïr et qui est une espèce d'injonction d'être fort et courageux et réaliser... C'est ça qui est intéressant dans ce mouvement, parce que c'est un mouvement qui n'est pas religieux, hein, vous l'avez dit. Non, pas du tout. Pas du tout, mais pourtant on trouve d'ailleurs dans le livre les 10 lois de la Shomer HaTzaïr comme un écho aux 10 commandements. Un écho aux 10 commandements, un mouvement qui peut préconiser, jusqu'à pas longtemps, parce que maintenant les choses ont changé beaucoup, préconiser une espèce de religion civique. Ok. Et d'ailleurs, les fondateurs du mouvement Shomer HaTzaïr de Pologne étaient issus de grandes familles d'érudits et de familles rabbiniques très... Donc, ils avaient tous une éducation religieuse et ils ont transféré la religion dans le domaine national. C'est comme ça que la Shomer HaTzaïr est devenue... a été un peu doctrinaire au début. J'ai demandé aux anciens pourquoi cette rigidité. Alors, ils m'ont dit que s'ils n'avaient pas été aussi stricts et rigides, ils n'auraient pas pu accomplir ce qu'ils ont accompli. Ce qu'ils ont accompli. On va parler bien sûr de ce qu'ils ont accompli, mais juste pour le fun, voilà, pour faire plaisir à ceux qui nous écoutent aussi, et parce que cet ouvrage n'est pas un ouvrage, on va dire, historique. C'est un ouvrage, oui, historique dans la réalisation, parce que c'est votre métier, donc vous avez respecté certaines règles, mais il est accessible à tous. Il est accessible à tous. C'est ça qu'il faut préciser. Facile à lire. Parce que j'ai tenu absolument à ce que ce soit une écriture abordable à tous les âges. Ça, c'est important de le dire. Alors, justement. Et d'abord, c'est écrit au temps présent. Oui, c'est facile. Vraiment, c'est facile à lire et c'est tout à fait intéressant en plus. Et j'ai aussi construit, je ne me suis pas tellement attardée sur les questions idéologiques parce que là... on n'en finissait plus. Oui, on s'en sortait plus. Je me suis attardée surtout sur les personnages qui ont constitué le mouvement pendant les années 30, pendant l'occupation allemande et ensuite à la reconstruction, à la période au lendemain de la libération. Et j'ai continué jusqu'aux années 60. J'ai pas pu m'en empêcher puisque ce sont les années qui me concernent directement. Et vous étiez vous aussi au mouvement, oui, donc moi, c'est pour ça que j'étais ça au vous touche. mouvement de 61 à 68. Alors, il y a les 10 lois, on va en citer quand même une. Le Shomer réalise, il combat pour la liberté, la fraternité et la liberté, la vérité, et la liberté dans la société humaine. Alors ça, on se rend bien compte de quoi ça parle. Hein. C'est un mouvement... relativement intellectuel, qui devait combiner à la fois le travail manuel et l'intellect, et qui consacrait énormément de temps à l'étude de Marx, de Borokhov, et qui investissait énormément dans la pensée, dans le courant de la pensée socialiste et égalitaire. Donc Ça doit vous faire drôle, vous qui êtes en Israël depuis 1968, les choses ont tellement changé. Les choses ont énormément changé, surtout que depuis... Bon, il faut dire que la Shomer HaTzaïr, le Dror et le Ichud Abonim étaient dominants dans le Yishuv pendant les années pré-étatiques et jusqu'en 1977, au moment où le Parti travailliste a été expulsé du pouvoir et où c'est le Likoud qui a pris la suite. Mais il faut dire, enfin, de mon point de vue, ayant été éduquée dans la tradition socialiste, que le Likoud, quand même, a mené une campagne de délégitimisation de la gauche. Okay. Ça a commencé par Begin, qui a critiqué les piscines et des milliardaires des kibbutzim qui étaient dans le nord
du pays. Et ça continue avec toute cette campagne autour du Assi, les piscines du kibbutz Nir David à côté de Beit She'an et les conflits entre Beit She'an et le mouvement kibbutzik. Il y a la gauche a perdu sa gloire et depuis une quarantaine d'années. Ok. Et il y a eu la grande crise du mouvement kibbutzik après la montée du Likoud. C'est ce qu'on voit à travers tout le livre. Enfin, tout est un peu imbriqué. On lit un peu l'histoire d'Israël. On lit l'histoire d'Israël à travers le mouvement Hashomer Hatzair, puisque le mouvement Hashomer Hatzair, les jeunes qui devaient réaliser, monter et s'installer dans le kibbutz, ont mis la base des institutions. Des institutions. Il y a plein de choses à dire parce que vraiment le livre est assez dense. Moi, je voudrais juste revenir sur le dernier commandement de ces divas de la Shomer parce qu'on va faire sourire un peu nos auditeurs. Alors, je ne sais pas s'il paraît que vous le connaissez par cœur. Ok, donc sinon vous pouvez le lire. Le Shomer je vais le lire. Allez-y. Pour être sûr. Le Shomer est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Il ne fume pas, il ne boit pas. Et est responsable de ses actes sexuels. C'est assez rigolo quand même. Oui, c'était un mouvement très puritain, bien que les Haverim s'en donnaient à cœur joie, comme on peut l'imaginer. Mais il était très puritain, très stoïcien, avec un style de vie très simpliste. Il fallait pas s'habiller à la mode, il fallait pas porter de bas nylon, il fallait surtout pas de rouge à lèvres. La musique pop, les Beatles. Ça a bien changé évidemment. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de. Oui, alors le style de vie, c'était le folklore israélien, les danses et les chants israéliens de la tradition du kibbutz. Alors, malheureusement, on ne peut pas passer en revue tout ce que vous racontez, mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir le parcours personnel de chaque leader du mouvement. Alors, on va sauter beaucoup d'étapes. Il y a notamment beaucoup de chapitres sur la guerre qui sont passionnants. Mais là, j'aimerais parler de Simcha Flapan. Alors, on ne connaît pas très bien ce personnage, en tout cas, je pense à la jeune génération, et on ne sait pas que finalement, grâce à lui, en tout cas... Pas que lui, à sa capacité de créer des relations sociales avec les grands du monde et surtout des leaders arabes. Donc, il a influencé, on va dire, l'intelligentsia française à l'époque de la guerre des 6 jours. L'intelligentsia française, en tout cas, c'est un grand mot, mais Simcha Flapan, qui était chargé de mission à Paris à partir de 1965 jusqu'en 1968, a réussi à créer des liens d'amitié et des échanges intellectuels avec Jean-Paul Sartre. Et c'est lui qui a mis Claude Lanzmann, il l'a introduit dans les réseaux de la société israélienne, les ministères, les intellectuels. Et c'est de là d'ailleurs que Claude Lanzmann a eu l'idée de faire son livre Shoah, son film Shoah. Il avait d'ailleurs avant, en 73, fait Pourquoi Israël. Donc on se rend compte que voilà, il y a des hommes d'influence dans l'ombre. Il en fait partie. Oui, alors Simcha Flapan est considéré comme un homme d'influence. C'est ce que Claude Lanzmann écrit à son propos dans son autobiographie, Le lièvre de Patagonie. Et c'est lui donc qui a un peu, Lanzmann et Flapan ont mobilisé Jean-Paul Sartre pendant la guerre des 6 jours. On le sait peu, et il y a de très jolies photos d'ailleurs de leur voyage. Ils sont venus carrément en Israël. Oui, Flapan les a invités à venir en Israël. Il a constitué leur parcours, leur visite. Ils ont visité Israël du nord au sud. Ils ont été jusqu'à Eilat. Mais à la veille de la guerre des 6 jours. À la veille, ils sont rentrés en mars
mars 67. Ouais. Et à ce moment-là, Jean-Paul Sartre a écrit la préface pour le gros dossier sur les relations, le conflit israélo-arabe. Où il dit qu'il est imaginable qu'Israël puisse disparaître et être anéanti par les armées arabes. C'est comme ça qu'on le ressentait à ce moment-là. Donc, il s'est mobilisé, il a écrit une pétition. Pour inciter les gens à soutenir Israël. Oui, et il y a eu un soutien assez vaste pour la cause d'Israël à la veille de la guerre des 6 jours et ensuite, après la guerre des 6 jours. Donc on ne le sait pas toujours, mais c'est vrai que parfois les influenceurs... Grâce à de grands intellectuels qui ont soutenu la cause d'Israël. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que la politique d'Israël est différente. Bon, peut-être que les intellectuels aussi ne font pas le même genre de travail. On ne sait pas. C'est possible. C'est possible. Voilà. Bon, possible. En tout cas, on ne peut pas tout décrire. C'est trop court. Le temps est trop court. Mais c'est vraiment un livre tout à fait intéressant pour ceux qui aiment bien se plonger dans le passé pour mieux comprendre notre vie d'aujourd'hui. Qui couvre une période de 40 ans. Une période de 40 ans du mouvement Hashomer Hatzair en France, de 1930 à 1970, avec 3 petits points, parce que le mouvement continue à exister et peut-être qu'un jeune prendra l'initiative d'écrire la suite. Voilà, alors on vous a mis le lien sous la vidéo pour commander le livre, pour ceux qui le veulent. Est-ce qu'on le trouve dans les librairies françaises en Israël ou pas encore? Alors j'en ai mis quelques exemplaires à la librairie du foyer à Tel Aviv, Kikar Masarik. Donc il y en a quelques exemplaires là-bas. Sinon, il y a le lien qui va être publié. Et il y a un lien pour Israël qui est différent. On va le mettre aussi. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur les liens qui figurent. En tout cas, merci beaucoup pour votre enthousiasme. Apparemment, c'est un sujet qui vous a passionné. Absolument. Voilà. J'ai essayé d'être objective le plus possible, mais ça a été difficile à certains moments, étant moi-même impliquée dans cette histoire. On comprend. Vous avez tout à fait le droit. En tout cas, merci pour ce bel ouvrage, qui est une première quand même, puisque rien n'avait été fait jusqu'alors. On se retrouvera peut-être une prochaine fois. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Voilà. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.